Joseph Agostini, bonjour à vous. Bonjour Steve Nadjar. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychologue clinicien et psychanalyste. Vous êtes également un homme de radio, sur Radio J bien sûr d'abord, dans l'émission de Cyril Sarah-Cohen, mais également le dimanche soir en tant qu'animateur cette fois de l'émission Parlons-nous sur RTL. Et si j'ai le plaisir de vous recevoir, c'est à l'occasion de la sortie d'un livre intitulé Marine Le Pen sur le divan au nom du père. Ça paraît chez Duno dans la collection Psy et Pouvoir. Avant de nous intéresser avec vous, Joseph, à la figure de la leader du Rassemblement national et à son rapport complexe avec son père, en quoi, selon vous, les figures de pouvoir, notamment politiques, vous semblent être propices à faire l'objet d'une réflexion de leur discours à partir d'outils psychanalytiques comme vous le faites dans ce livre? Parce que je pense que la psychanalyse est là pour forer le réel, en quelque sorte. C'est un bon instrument de connaissance. Et souvent, on a tendance à le voir sous le prisme géopolitique, sous le prisme sociologique. Mais sous le prisme psychologique, on s'y colle moins parce qu'on a peur d'abord d'une forme de racolage, d'une forme de vulgarisation excessive. Et c'est vrai que c'est difficile de donner un éclairage psychanalytique sans se dévoyer, en quelque sorte. C'est ce que j'ai essayé de faire. Surtout quand on parle de figures politiques assez radicales. Oui, alors c'est vrai, effectivement, on parle de populisme, d'extrême droite ou d'extrême gauche, puisque dans la collection Psy et Pouvoir, Duno a choisi de faire sortir Mélenchon et Marine sur le divan en même temps. Ouais. Et ça, c'est un parti pris éditorial, dans la mesure où on a vraiment voulu mettre d'égal à égal le populisme de droite et de gauche, en partant du principe que finalement, c'était un peu la même fiction légitimante. Et est-ce que ça peut éclairer les choix politiques futurs des citoyens, s'intéresser à la psychologie de leur leader? Mais je crois que, alors déjà, je pense que faire une psychanalyse, il faudrait que, c'est pas conseillé à tout le monde, c'est vrai, parce que c'est difficile, c'est la descente aux enfers, mais malgré tout, avoir un éclairage psychanalytique sur sa propre existence, c'est toujours extrêmement riche, parce qu'on part à la rencontre de l'individu qu'on est, au-delà justement de toutes les assignations, en fait. On descend comme ça, vraiment aux origines. Et je pense que quand on s'intéresse à la politique, il y a effectivement l'échelle collective, s'intéresser vraiment à cet être ensemble, à cette citoyenneté, mais il y a aussi les gens qui sont derrière les masques. Et en quelque sorte, psychanalyser une figure politique, c'est s'intéresser à l'individu, à ce qu'elle est, au-delà de tout ce qu'elle paraît. Les masques. Très rare sous la Ve République, les personnalités politiques de premier plan à avoir vécu dans l'ombre au moins un temps de leurs parents. On peut citer néanmoins les cas de Jacques Delors et de sa fille Martine Aubry, ou encore de Jean-Louis Debré, père du résistant et du cofondateur de la Constitution de la Ve République, Michel Debré. Être le fils ou la fille d'eux, en politique, c'est toujours mettre l'intime de gré ou de force, Joseph Agostini, un peu sur la table, d'en faire un objet politique même. Oui, et je dirais que c'est difficile, effectivement, quand on est un héritier, de s'émanciper de manière générale. On est quand même dans le rêve de l'autre, au fond, quand on est un enfant. Quand on est un enfant de célébrité, qui a porté quelque chose, on est dans le message de l'autre, pas seulement dans son rêve. Et c'est difficile de s'en affranchir sans une dette, une forme de culpabilité qui revient effectivement par la fenêtre quand on la refoule. Puis il y a deux pôles que vous mettez en avant qui s'opposent, tradition vs trahison. À chaque fois. Ah oui, à chaque fois. Et je pense que vraiment l'histoire de Marine Le Pen, c'est l'histoire avant tout d'une loyauté et d'une déloyauté à l'endroit du père. Elle a essayé d'être loyale de toutes ses forces pour plusieurs raisons, parce que, dit-elle, il l'a sauvée de la noyade. Il faut se souvenir quand même que Marine Le Pen n'avait pas eu de mère pendant son adolescence. Sa mère, Pierrette Lalanne, a quitté le foyer familial. Il y a eu tout un tas de choses, d'événements plus ou moins traumatiques qui ont fait qu'elle s'est agrippée à la figure du père. Et ce qui rend difficile aussi le renoncement, en fait, la possibilité aussi de transgresser. Parce que quand on doit la vie à quelqu'un, c'est beaucoup plus difficile de partir, de le quitter. Alors vous explorez le rapport de Marine Le Pen à son père, Jean-Marie, envers lequel, écrivez-vous dans vos propos, elle s'est toujours acharnée à trouver la bonne distance pour qu'il ne la dévore pas à son tour. Il y a quelque chose de l'ordre du
du vorace dans cette présence étouffante de son père, animal politique de premier plan? Oui, absolument, mais je crois que vous avez employé le bon mot, vorace, la voracité, l'oralité, le cannibalisme, comme ça, affectif, et la confusion des langues. Moi, ce qui me frappe effectivement dans cette famille, c'est qu'il y a une confusion des langues incestuelles, alors pas incestueuses, attention, hein, personne ne couche avec personne, du moins à ce que je sais, mais en revanche, l'incestualité, c'est-à-dire la possibilité comme ça de faire passer quelque chose de trop affectif, hein, de trop tendu, hein, vers l'affect, alors qu'il est question de politique, qu'il est question de parti, qu'il est question d'engagement citoyen pour le peuple. Et là, effectivement, on ne sait plus dans la famille Le Pen à quelle place ils parlent, hein, ces gens-là, en particulier Marine, qui est quand même en première position. Marion, c'est moins compliqué parce que c'est moins brûlant d'être la petite fille, hein, en quelque sorte. On s'éloigne au fur et à mesure. Mais là, on est dans la lignée directe et effectivement, c'est très difficile d'avoir un père comme Jean-Marie Le Pen. Vous écrivez trouver au premier abord Marine Le Pen assez sympathique, ou plutôt vous trouvez sa démarche d'émancipation sympathique et même salutaire peut-être. C'est somme toute assez classique dans les familles dominées par des figures paternelles extrêmement fortes. Oui, je pense que la difficulté, c'est finalement, elle s'identifie à son père. C'est la seule des filles Le Pen qui lui ressemble, si vous regardez bien physiquement, parce que c'est vrai que Marie-Caroline et Yann ressemble davantage à Pierrette Lalanne. Il y a quand même quelque chose, alors déjà d'extrêmement féminin chez les deux, alors que Marine, je dirais que c'est l'alliage. Le garçon manqué de la famille. Absolument, oui, c'est le garçon manqué quand elle est petite fille. D'ailleurs, c'est trompe la mort, selon la mère. Hein, trompe la mort, trompe la mère aussi, puisque quand même, il est question d'une féminité un peu, je dirais, elle se mélange tellement au père, finalement, dans sa voix grave, dans sa stature, dans sa manière comme ça de bouger, dans sa gestuelle. On reconnaît le père finalement derrière le masque, beaucoup plus que la mère. J'ai regardé Pierrette Lalanne, notamment dans ses photos inoubliables. À l'époque, elle posait dans Playboy avec habillée en soubrette, puisqu'elle a quand même voulu humilier Jean-Marie Le Pen en se faisant passer pour une femme soumise et bafouée tout au long de cette vie maritale. Pour revenir aujourd'hui, hein, puisque je vous rappelle que Pierrette vit aujourd'hui à Montretout, donc avec voilà, toute la famille. Retour au bercail. Retour au bercail, mais je pense que pour Marine, c'est vraiment cette confrontation-là avec la mère l'a fait beaucoup se rapprocher avec le père. Joseph Agostini, je le disais en ouverture, vous ne proposez pas dans le livre une psychanalyse de Marine Le Pen, vous n'avez pas plus reçu la dirigeante du RN en cabinet. Non, c'est à partir de ce qu'elle dit et de ce qu'elle écrit que vous avez prêté, c'est à ce qu'elle dit que vous avez prêté l'oreille, en particulier, je vous cite, au cachet, à l'insu, à ce qui échappe. De ce point de vue, est-ce que Marine Le Pen est beaucoup dans le contrôle de sa parole, peut-être plus encore que la moyenne des leaders politiques en France? Alors, moi, je dirais que d'abord, je le dis en introduction, ce n'est pas la psychanalyse de Marine Le Pen. C'est un psychanalyste qui s'intéresse à Marine Le Pen. C'est différent. Et donc, il ne s'intéresse pas à son patient, à sa patiente. Là, il serait question de transfert. D'ailleurs, il serait question de confidentialité. Je ne pourrais pas écrire un livre à l'issue de la psychanalyse. En revanche, effectivement, moi, j'ai essayé d'entendre derrière le semblant politique, et je suis d'accord, fait de... Alors, peut-être pas comme les autres, je dirais, elle est à la même enseigne que les autres, Marine Le Pen. Hein, elle se protège beaucoup, le semblant, c'est avant tout la démagogie, c'est avant tout la rhétorique, c'est certainement pas la vérité psychique d'un individu. Donc, elle se défend, elle fait en sorte de porter un message politique qui est toujours le même, soit dit en passant, hein, puisque je n'ai pas le sentiment qu'il y ait un écart colossal entre le FN d'hier et le Rassemblement national d'aujourd'hui. Mais il y a quand même, parce que c'est la famille, parce que, en quelque sorte, nous connaissons son père, il fait partie aussi de notre, du salon, en fait. Hein, en quelque sorte, on l'a vu à la télé depuis des années, depuis 4 décennies maintenant. 5 décennies même si on compte la construction du Front National en 72. Donc il est quand même question à un moment donné d'un langage. On sait bien, on a tous vu les Le Pen sous un autre angle que celui du politique. On les a devinés à travers leur rejet, à travers leur histoire d'amour, à travers, vous vous souvenez, Jeanne au secours au moment de son éviction en 2015, toutes les provocations de Jean-Marie Le Pen adressées à sa fille en quelque sorte, hein, pas seulement adressées à la France. Ils se sont finalement comme chien et chat
sans mauvais jeu de mots, quand on sait la passion de Marine pour les chats. Comme chiens et chats, ils ont exhibé leur vie familiale. Alors vous soulignez qu'à la différence de la plupart des enfants, la jeune Marine Le Pen ne rencontre pas la violence, la mort ou l'angoisse en lisant des contes de fées, mais dans son quotidien de jeune fille puis d'adolescente, celle du leader du parti d'extrême droite française, qualifié de raciste et de fasciste, y compris à l'école primaire. Ça a contribué, selon vous, Joseph, à forger cette relation à la vie et à la mort avec celui qu'elle a qualifié un jour d'homme de sa vie. Oui, alors toutes les vies peuvent être des mythes quand on les regarde. Nos vies, la mienne comme la vôtre, si on la regarde vraiment, si on essaye d'y voir quelque chose de symbolique, on peut y voir. Mais il faut bien avouer que chez les Le Pen, alors franchement, on n'a pas besoin d'aller très loin. Tout de suite, ça apparaît, c'est-à-dire tout de suite, c'est grandiose. Il y a quelque chose, terrorisme, une bombe, d'ailleurs la plus lourde charge depuis la Seconde Guerre mondiale. 76. Explose en 76. On la traite de fille de facho à l'école, elle est stigmatisée tout de suite. Sa mère pose dans Playboy, elle invective la mère dans les journaux à scandale. Elle dit une mère c'est un jardin secret, pas une décharge publique. Elle le dit à la presse. Donc finalement, il se comporte un peu, cette famille Le Pen, comme des espèces de demi-dieux à montre-tout, quoi. C'est-à-dire, on sait tout, on montre tout, d'ailleurs, sans mauvais jeu de mots, puisque la propriété de montre-tout porte ce nom-là. Et il y a effectivement cette manière d'exhiber, en fait, en permanence, mais pour le meilleur et pour le pire, et surtout pour le pire, parce que comme vous le dites, Marine, dès le biberon, en quelque sorte, elle vit un conte. Effectivement, elle rencontre des attentats, elle rencontre la mort là où les autres enfants rencontrent des sorcières et des loups dans les contes de fées. C'est-à-dire, elle n'a pas le temps, en quelque sorte, d'être une petite fille, que déjà elle est adultifiée. Déjà, on lui demande d'être une fille Le Pen, de se comporter comme telle. On l'accuse d'être une fille Le Pen à l'école. Et effectivement, ça, c'est extrêmement singulier. Et le fait d'être aussi vite... être assigné sur le plan identitaire par les autres, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui dans sa construction politique et sa manière de faire de la politique ? Moi, je crois qu'il en reste, si vous voulez, je pense que quand on vit une enfance extrêmement traumatique, puisque c'est son cas, je pense qu'on est aussi dans un principe de dissonance cognitive. Vous savez, quand on rentre dans une salle de cinéma et quand le film ne nous plaît pas, au bout de 20 minutes, on peut en sortir. Au bout d'une heure et demie, parfois, on se dit, bon, je vais regarder jusqu'au bout puisque de toute manière, ma soirée est foutue. Là, c'est un peu la même chose. Quand depuis enfant, on est complètement lepénisé jusqu'à l'os, c'est-à-dire dans notre ADN, on peut pas bouger. Elle a connu que des hommes du FN. Et cette très belle expression que vous utilisez, Joseph Agostini, oui. elle est encagée dans les mots des autres. Ah mais tout de suite, c'est-à-dire que tout de suite c'est le baptême à la Madeleine, la Madelon dans la voiture, les partisans de l'Algérie française et les Waffen-SS à table alors qu'elle a 10 ans. Tout de suite, elle est dans une sorte d'idéologie comme ça. Elle est prise, aliénée dans ce discours-là. Et je pense, pour répondre à votre question, qu'elle ne peut pas s'en défaire, tout simplement, dans la mesure où, effectivement, quand on est, depuis le biberon, prise dans ces choses-là, on ne peut pas trahir la cause. Je reviens à ce qu'on se disait tout à l'heure à propos de ce surnom que lui donnait sa mère, Miss Trompe la mort. Elle est considérée, on l'a dit également pendant longtemps, comme le garçon manqué de la famille. Et ça se traduit par rapport aussi à un peu particulier, assez singulier, à la brutalité, à la force, à l'autorité. Oui, je crois qu'elle a beaucoup souffert. Oui, il y a une phrase qui m'a marqué, moi, quand j'ai fait ce livre. C'est Jean-Marie Le Pen qui dit à sa fille, mais quand elle se plaint de ce qu'elle vit à l'école, mais vous pourriez être nue dans un camp de concentration en temps de guerre. Et j'ai trouvé ça, en matière d'adultification, justement, il n'y a pas plus horrible, il n'y a pas plus massif que ça. Parce que finalement, un père sain, c'est quelqu'un qui se met à la place de l'enfant, qui lui parle avec ses mots, en quelque sorte, qui essaye de comprendre ce que vit l'enfant. Il lui raconte pas les atrocités de la Seconde Guerre mondiale, si tant est qu'il les ait vécues. Lui, c'est toujours lui et son histoire, lui et ses traumatismes, mais en réalité, il n'y a pas d'identification à l'enfant. Et Marine, je pense, Marine Le Pen, manque cruellement de vraiment quelque chose, d'une identification, d'une empathie minimale à cet âge-là, pour se sentir un peu exister pour soi-même, pas seulement pour l'autre. Alors Marine Le Pen a également été confrontée au décalage entre les images et les valeurs véhiculées par son père, d'une part, et la réalité familiale beaucoup moins lisse. On y a fait un petit peu allusion tout à l'heure. Ça l'a conduit à jouer, mais aussi parfois à se méfier de la com, de l'image, des médias.
Oui, je pense que de toute manière, elle doit porter l'obscénité du père, l'abjection du père. Jean-Marie Le Pen n'a jamais reculé en matière de phrases lapidaires, en matière quand même de raffinement aussi sadique. Parce que je reprends le fameux point de détail, il n'y a pas seulement le fait de tenir un discours négationniste, c'est pas que ça, le point de détail. C'est aussi le fait de s'étonner qu'on s'en offusque. Et c'est cette dimension-là, je pense, qui est plus perverse encore. Parce qu'en réalité, asséner ce qui nous semble une certitude, on peut l'asséner avec une sorte de délicatesse, de précaution verbale. On peut l'asséner en s'excusant presque finalement de penser une chose pareille, en disant « ce sont mes recherches », etc. Mais là, c'est beaucoup plus pernicieux que ça. Parce qu'en réalité, il l'assène et il s'étonne. Et c'est la même chose pour Lafourcade, souvenez-vous. C'est-à-dire, mais pourquoi moi j'ai employé le mot Fournet au sujet de Bruel, j'ai pas pensé une seconde. Voilà. Il est toujours dans ce type de choses. Et je pense que Marine Le Pen a affaire à cette violence sourde, c'est-à-dire cette impossibilité en réalité de prendre le père à partie, les yeux dans les yeux, et lui dire « tu as dit ça », parce qu'il esquive en permanence. C'est l'homme de l'esquive, Jean-Marie Le Pen. Il va vociférer et puis ensuite s'étonner qu'on s'en offusque. Et je crois que c'est ça qui a fait le plus souffrir Marine Le Pen, parce qu'elle ne peut pas vraiment se positionner par rapport à lui. Comment est-ce que vous expliquez le fait que la rupture a été consommée sur un temps un peu long sur la question de l'antisémitisme et les mots choisis justement pour décrire la Seconde Guerre mondiale, la Shoah ou l'occupation par Jean-Marie Le Pen? Si vous voulez, le problème, c'est que moi, là, dernièrement, Jean-Marie Le Pen est mort, donc en janvier, et j'ai eu une déclaration Paris Match de Marine Le Pen qui dit « je regrette de l'avoir évincé ». Et pour moi, cette déclaration, ça fait tomber en morceaux toute cette... finalement, tous ces nouveaux échafaudages communicationnels qui consistent... La fameuse dédiabolisation du parti. En tout cas, moi, ça me fait réfléchir. C'est-à-dire, si elle avait soutenu ça en disant, effectivement, j'ai exclu mon père en 2015 parce qu'il a tenu des propos inadmissibles et aujourd'hui, malgré sa mort, je fais la part des choses. C'est-à-dire, je pleure le père, mais je ne m'excuse pas et je ne regrette pas de l'avoir. Là, il y aurait eu une cohérence individuelle. Il y aurait eu une éthique qu'elle aurait mis en avant. Or là, je vois qu'en réalité, il est question d'être... de regretter finalement ce père. Ça me fait réfléchir à ce que vous venez de dire au sujet de... Alors, est-ce que tout n'est pas communication? Tout n'est pas effet de manche, à commencer par la lutte contre l'antisémitisme? C'est une question que je pose. J'aimerais d'ailleurs la lui poser véritablement. J'aimerais savoir ce qu'elle a à dire au sujet de ce fameux regret qu'elle a argué en janvier. D'un point de vue politique, Marine Le Pen est à la fois la fille d'eux, une tante aussi de Marion Maréchal, avec laquelle les relations ont été souvent houleuses, en tout cas ces dernières années. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre filial également dans sa relation avec le jeune président du RN, Jordan Bardella? Moi, ce qui me frappe entre Marine et Jordan, c'est que Jordan, il est amoureux de Marine comme un fan de Dalida. Vous voyez, il y a cette notion, c'est-à-dire que c'est vraiment le fan club, quoi. Quand il parle de Marine, il a des yeux qui pétillent. Et il est même allé jusqu'à dire que Marine Le Pen, en quelque sorte, c'était pour elle qui s'était engagée, pas forcément pour le Front National au départ. Comme on s'engageait avant pour Jean-Marie Le Pen. Moi, je dirais davantage. Autour, il y a une sorte de jeunes hommes, comme ça, amoureux de Marine Le Pen, qui vont chercher une sorte de mère, une forme de refuge aussi. De mère, vous savez, qui professe le retour aux traditions. Quelque chose d'extrêmement rassurant, d'extrêmement anxiolytique. Et moi, ça me questionne, ça, parce que j'ai vraiment le sentiment, vous voyez, qu'on est à la version féminine du père la patrie, quoi, de ces petits pères du peuple, qui ont fait les grandes années, les grandes heures du fascisme, Franco, Mussolini. Là, il y a quelque chose, Mélanie et Le Pen d'ailleurs, même combat, il y a quelque chose chez ces femmes blondes, pétulantes, à la voix grave, qui excite en quelque sorte le côté enfant, très infantile de cette jeune garde. On s'attache à la fois à leurs mots, à leur corps, à ce qu'elles peuvent
apporter comme protection face aux dangers du monde? Oui, en tout cas, Jordan Bardella, qui est quand même très propre sur lui, qui est quand même, je le dis dans le livre, pour moi, on est plus dans le registre de la normose que de la névrose. Il y a quelque chose de trop normal, quelque chose... Parfois, on a besoin d'un peu de créativité, d'originalité. D'ailleurs, les politiques, quand ils s'autorisent cela, ce serait heureux d'ailleurs qu'ils s'autorisent davantage d'humour, de décalage, parce que la vie, c'est aussi ça. Chez Jordan Bardella, on trouve au contraire cette sorte d'affiliation immédiate et évidente, comme ça, à un discours extrêmement conservateur, extrêmement traditionnel. Même si son propre rapport à Jean-Marie Le Pen a failli le faire une grosse faute politique. Oui, c'est vrai, mais justement, moi je vous rétorquerai à ce moment-là que pourquoi cet amour fou pour Marine ? Parce qu'en quelque sorte, c'est Marine qui le tient, c'est Marine qui le calme en quelque sorte. Et alors, comme si cela ne suffisait pas, évidemment, chacun sait qu'il n'est pas suffisamment capé pour faire de la politique, puisqu'il est encore très jeune, justement. Et là encore, on a le sentiment que c'est uniquement cette espèce de vision politique de Marine Le Pen qu'il porte en réalité. Parce qu'il ne porte pas la sienne. N'allez pas me faire croire que voilà, il n'a pas suffisamment de bouteilles pour cela. Qu'il porte, il en aura dans 10 ans. Un héritage. C'est une vision. Il est quand même pour moi, c'est un principe d'énamoration en fait, plus que de conviction profonde. Vous établissez également, Joseph Agostini, un parallèle entre Marine et Marion Le Pen, Marion Maréchal désormais, avec des trajectoires et une relation au pair parfois assez parallèle. Oui, alors pour Marion Maréchal, c'est autre chose selon moi. C'est-à-dire que Marion Maréchal, elle a la part belle finalement dans cette famille. Parce qu'en quelque sorte, Marine Le Pen a été le paratonnerre. Vous voyez, Marine Le Pen, elle a connu déjà Jean-Marie Le Pen de son vivant bien plus longtemps. Elle a dû pactiser avec lui, elle a dû le trahir, elle a dû revenir. Elle a été dans une dédiabolisation impossible, faut bien le dire, puisque bon, on se souvient de Florian Philippot, etc. La rejet de la vieille garde. Tandis que Marion Maréchal, en quelque sorte, elle s'émancipe de sa tante. Elle a une liberté de ton que n'avait pas Marine Le Pen à l'époque. Au moment où elle est arrivée au service juridique du FN, elle a dû pactiser avec les mots du père. Et quels mots ? Marion Maréchal, je dirais que là, elle vit un peu une époque aussi c'est un peu béni tout ça, puisqu'on est quand même l'extrême droite et gaillardie en Europe. C'est beaucoup plus facile de tenir un discours d'extrême droite aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc je dirais que c'est la petite chanceuse finalement de cette ligne politique. Mais le fait qu'elle ait été présentée par Jean-Marie Le Pen comme une véritable Le Pen, celle qui pouvait incarner dans le futur peut-être davantage que sa fille l'héritage RN, c'était une manière aussi de cibler à nouveau Marine Le Pen pour ses incohérences, ses imperfections. J'en suis convaincu, ça tient pas 2 secondes. Je pense que Marion était beaucoup trop jeune, etc. Mais c'était une manière à l'époque, quand on reprend les phrases dans leur contexte, c'était évidemment à l'époque de blesser Marine. Donc je vous dis, c'est ce que je disais, on est dans la langue de l'affectif, là où on devrait être dans la langue du politique. Il n'est pas question de blesser qui que ce soit, à commencer par sa propre fille. Quel rôle a joué, pour terminer, Joseph Agostini, la campagne présidentielle de 2007 dans la volonté de Marine Le Pen de dédiaboliser son parti alors que son père avait l'air complètement perdu face à l'offensive Sarkozy ? Moi, je dirais qu'en 2007, Marine a écrit sa biographie à contre-flot l'année d'avant. Et elle quitte Montretout pour la Selle Saint-Cloud à ce moment-là, parce qu'elle ne peut plus supporter son père. Et moi, je trouve que ça en dit long, justement, sur, quelque part, le faux destin et le faux désir de Marine dans la politique, dans la mesure où elle s'engage, finalement, à contre-cœur et pas seulement à contre-flot. C'est-à-dire, elle ne peut que porter cet héritage-là, alors qu'aujourd'hui, rétrospectivement, plus de 15 ans après, on se rend bien compte que en quelque sorte, c'est un destin impossible, puisque en matière de dédiabolisation, on revient plutôt aux grandes marques du Front National d'il y a 15 ans aujourd'hui, qu'on veut changer la donne, en quelque sorte. Pour moi, c'est la même chose, voire pire, depuis effectivement l'extrême droite s'autorise à dire des choses, c'est défiltré, c'est Jean-Marie Le Pen pour tout le monde parle comme Jean-Marie Le Pen, ce qui est très inquiétant. Merci beaucoup, Joseph Agostini, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre nouveau livre,
Marine Le Pen sur le divan au nom du père. C'est publié aux éditions Duno. On peut réécouter ces entretiens sur radioj.fr et en vidéo sur YouTube. On vous retrouve chez Cyril Sarah Cohen chaque semaine et tous les dimanches soirs sur RTL. Absolument. Dans l'émission Parlons-nous. Merci d'avoir été avec nous. Bon après-midi. Merci.